On a beaucoup parlé ces derniers temps des territoires que la Fédération de Russie devrait annexer, que ce soit dans le cadre du conflit ukrainien ou en dehors de celui-ci. Ici, nous ne parlons plus seulement des 4 régions habituelles et les plus souvent mentionnées. Nous parlons d'Odessa, nous parlons de la région de Kiev, nous parlons peut-être de toute l'Ukraine, nous parlons de la Transnistrie. Et donc, là, nous allons déjà en Moldavie, nous parlons de l'Alaska, et donc nous allons aux États-Unis. Je pense qu'il y a ici une question clé que je n'ai vu aucun analyste commenter au niveau international. Je vous dirais presque comme ça, eh bien, avec l'expérience sur le terrain qui me caractérise, avec pratiquement la majeure partie de l'opération militaire passée sur le territoire de l'opération militaire spéciale. Eh bien, effectivement, j'aimerais expliquer une question qui, j'espère, vous aidera à mieux comprendre quel territoire il veut ou ne veut pas. La Fédération de Russie a-t-elle besoin ou non de certains territoires à l'intérieur de l'Ukraine, afin de comprendre également où vont ou non les troupes de ce pays. Tout d'abord, et c'est le plus important, il y a un principe fondamental en Russie, et je crois que l'armée russe, en fait, le suit en fin de compte. Ce principe est le suivant. Ne prends pas un morceau de gâteau plus gros que ce que tu peux mâcher et avaler, et ici, quand on parle d'un morceau de gâteau, maintenant, en transposant cette métaphore au terme du conflit ukrainien, nous parlons du territoire que la Fédération de Russie pourrait effectivement annexer. Et ici, regardez comme la question est importante. Un morceau du gâteau, eh bien, cela pourrait être Odessa, cela pourrait être Kiev, cela pourrait finir par être la Transnistrie, cela pourrait finir par être l'Alaska. Mais bien sûr, il ne s'agit pas seulement de prendre, que ce soit par des moyens civils ou militaires. La grande question est de savoir comment il va le maintenir et s'il le veut ou non, et s'il en a besoin ou non. Continuer à le maintenir, ici en nous écartant un peu du sujet, mais pour continuer à l'expliquer sous un autre angle, les attaques menées par la Fédération de Russie contre une sorte de territoire. Plus ils sont massifs, surtout lorsqu'on parle de territoires qui se trouvent assez loin de la ligne de front. Cela laisse moins de chance à la Russie de tenter de prendre le contrôle des territoires en question. Je vais m'expliquer ici sur le fait de prendre et d'avaler le morceau du gâteau. Ce que cela veut dire, c'est que la région de Kiev, par exemple, la Russie ne devrait pas seulement la prendre, mais en définitive, elle devrait l'incorporer à son territoire et par conséquent commencer à reconstruire. Plus les attaques massives sont éloignées, moins il y a de chances qu'un territoire finisse par faire partie de la Russie, parce que c'est un fardeau que la Russie devra porter sur ses épaules. Et nous ne parlons pas de quelques millions, que ce soit en euros ou en dollars. Pour la reconstruction, nous parlons de milliards. Nous parlons d'un flot d'argent et par conséquent, nous parlons aussi d'une sorte de cadeau empoisonné. Les ennemis, dans ce cas de la Fédération de Russie, que ce soit l'Europe qui reconstruise et qu'ils aillent se faire voir. Et bien sûr, il faut aussi mentionner ici, c'est un point très important, ce n'est pas anodin que la population soit tolérante envers la cause russe. En fait, plus on va vers l'ouest, plus on se rapproche de la partie occidentale de l'Ukraine, plus la probabilité que des mouvements partisans apparaissent sera grande. Tout type de dissidence qui peut être contrôlé ou non, tellement que tout, à un moment donné, pourra commencer à s'embraser presque du jour au lendemain. Parce que je ne te parle même pas de Kiev à Lviv, c'est presque sûr, ils seraient en train de brûler des voitures, ils essaieraient d'attenter à la vie des dirigeants de la Fédération de Russie. Alors, la question à 1 million est « à quoi bon, bordel ?» Et je vais être très clair là-dessus. La Russie a-t-elle besoin d'un tel cadeau empoisonné, surtout maintenant que ce territoire est détruit? Qu'ils pourrissent là-bas, puisqu'ils ne veulent pas faire partie de la Russie, mais veulent rejoindre l'OTAN ou l'Union européenne. La Russie ne sera pas le pays qui, de manière colonialiste, viendra dire « voilà, on s'arrête ici ». Il n'y a qu'une seule possibilité,
qu'il continue d'être, qu'il continue d'être aussi dangereux dans ces territoires pour la Russie et qu'il devienne de plus en plus dangereux, il ne restera plus d'autre choix que d'en faire une zone redoutable. C'est, par exemple, déjà une question très importante en ce moment, mais Odessa, au moins, a une population bien plus pro-russe que par exemple la ville de Kiev, sans même parler de la partie occidentale de l'Ukraine. La Transnistrie, c'est encore autre chose, et là aussi la population est bien plus pro-russe. Mais pour cela, il faudrait prendre le contrôle d'Odessa et de Kherson. Mais le territoire de l'Alaska maintenant, c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent. Peut-être que la Russie essaiera de récupérer l'Alaska. Le territoire de l'Alaska fait déjà partie des États-Unis depuis longtemps. Il n'y a aucun signe que la population là-bas veuille activement appartenir à la Fédération de Russie. Il n'y a aucun signe qu'elle soit massacrée, comme cela s'est produit dans le Donbass, ni qu'elle soit persécutée, ni qu'il se passe vraiment quoi que ce soit. Alors, quel est exactement le sens pour le plus grand pays du monde en termes de territoire qui a déjà accès à l'Arctique parfaitement? Et en fait, c'est l'un des pays dominants, voire le pays dominant directement dans l'Arctique. Quel est le sens de vouloir acquérir un morceau de territoire supplémentaire dans le Donbass, à Kherson et à Zaporijia, pour lesquels la Fédération de Russie se bat? Ce ne sont pas des morceaux de territoire, c'est la sécurité propre, c'est la souveraineté propre, c'est sans aucun doute la sécurité de la population de ces régions, qui ont été historiquement, surtout dans la région du Donbass, attaquées depuis leur propre pays au départ. Mais dans le cas de l'Alaska, même cette hypothèse ne s'applique pas. Pour moi, j'écarterai totalement cette possibilité. Dans le cas de la Transnistrie, il n'y a pas non plus la condition préalable de contrôler d'autres territoires auparavant, donc moi aussi j'écarterai cette possibilité pour le moment. Et dans le cas d'Odessa et de Kiev, il n'y a pas non plus une population largement tolérante ou largement favorable. À l'armée de la Fédération de Russie et à la Fédération de Russie elle-même, cette Russie ne sera pas le pays qui colonisera l'Ukraine. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la façon d'agir. Et donc j'espère ainsi avoir répondu. Je n'ai pas répondu à la question de savoir jusqu'où la Russie veut ou ne veut pas aller. Il y a une sorte d'hypothèse qui effectivement allongerait cette liste et agrandirait cette liste de territoires. Mais maintenant, vu la façon dont les choses se passent, je pense qu'on peut pratiquement tous les écarter et surtout, il faut penser au prix à payer pour les acquérir. Parce que maintenant, dans le Donbass, la Russie dépense déjà des sommes folles, des millions, parce que l'Ukraine ne faisait absolument rien ici. Donc, il faut changer l'asphalte, il faut changer ceci, il faut construire cela, il faut reconstruire ici, reconstruire là-bas. Il y a des villes dans le Donbass qui n'ont pas reçu de bombardements ukrainiens depuis longtemps, grâce à Dieu, donc ce qu'il faut reconstruire, c'est la négligence ukrainienne elle-même. Imaginez la région de Kiev où la Russie attaque maintenant massivement, imaginez d'autres cibles à l'intérieur de l'Ukraine et surtout, imaginez la même chose, multipliée par une population qui n'est pas du tout favorable à cela. J'espère que le sujet sera absolument clos. S'il reste des questions, laissez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Nous verrons si c'est avec d'autres commentaires ou avec d'autres vidéos. Mais pour l'instant, cela me semblait très important. Merci.